L'occasion aujourd'hui de faire un point sur ce texte-là, sur ce projet de loi qui est majeur, qui reflète un engagement du président de la République pendant la campagne électorale, pendant les débuts de son mandat aux Nations Unies, encore l'année dernière au moment de la conférence des ambassadeurs, de dire qu'il voulait augmenter l'aide publique au développement, mais aussi changer la manière dont on l'a pratiquée, dont on la mettait en œuvre. Et donc ce projet de loi est historique à double titre, parce que c'est la première fois que ce sera un projet de loi de programmation, donc ça va inscrire cette politique-là dans un cadre stratégique de long terme, donc ça va nous permettre de donner de la visibilité, de la prévisibilité à cette lutte contre la pauvreté et contre les inégalités. Et puis c'est un projet de loi qui est aussi inédit dans sa quantité, puisqu'on fixe une cible de 0,55% du revenu national brut d'ici 2022, ce qui représente une hausse à près de 3 à 4 milliards, ce qui est à mettre en comparaison avec la réduction que l'on a connue au cours du quinquennat précédent, et ce qui est aussi à mettre en regard avec l'évolution, ou en tout cas la tendance européenne et générale, qui est plutôt à la réduction. Donc à la fois sur la quantité et sur le cadre stratégique, il y a vraiment une ambition qui est portée par le gouvernement et au premier chef du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Au-delà de l'aspect simplement quantitatif, on a travaillé depuis des semaines, il y a eu des rapports de la part de notre collègue Hubert Ferrière, de la part aussi de Rodrigo Cuendo, de Bérangère Politi. Moi-même, j'ai rendu un rapport au président de la République. Il y a beaucoup d'autres collègues qui ont travaillé aussi sur ce sujet, comme Jacques, comme Mireille, tous ceux qui sont ici-là, pour dire que ce texte de loi, ce projet de loi d'orientation et de programmation, il faut qu'il ait 5 axes structurants, et on a eu l'occasion déjà de l'évoquer avec le ministre Jean-Yves Le Drian. Le premier, c'est qu'il faut une véritable stratégie globale. Stratégie globale, c'est-à-dire l'articulation entre le bilatéral et le multilatéral, la priorité géographique et sectorielle. Comment on s'assure que nos politiques de développement soient en cohérence avec nos politiques commerciales, avec nos politiques agricoles, bien évidemment avec la politique européenne, et comment ce que l'on fait d'un côté n'est pas détricoté par ce que l'on fait de l'autre côté. Et puis la stratégie globale, c'est aussi d'assumer une véritable politique de partenariat, c'est-à-dire de dire que la politique de solidarité internationale, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas simplement l'affaire d'un État avec un autre État. Et donc il faut avoir une politique modernisée qui puisse être en capacité d'intégrer plus fortement la jeunesse, les diasporas, les collectivités locales, les entreprises, les fondations, la société civile. Bref, désintermédier cette politique-là et vraiment dire que c'est l'affaire de tous. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième axe, c'est la question du pilotage politique. Le président de la République a pris fortement à bras-le-corps cette question avec la création d'un conseil national de développement, qui sera un peu l'équivalent du Conseil national de défense, pour dire que cette politique est portée haut à un niveau stratégique. Et puis, pour nous, c'est aussi le rôle renforcé et appuyé du Parlement dans le pilotage de cette politique de développement et de solidarité. Et puis, c'est au niveau sur le terrain, c'est de faire en sorte que les ambassadeurs, nos ambassadeurs, qui sont l'émanation de la volonté politique, et les moyens de piloter cette politique-là, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain, des ONG, des fondations, des entreprises, et il faut que l'ambassadeur soit vraiment le cœur de ce pilotage politique. Le troisième pilier, c'est la programmation financière. On n'y reviendra pas, parce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais bien évidemment, c'est le cœur du recteur, parce que c'est ce qui donne aussi de la crédibilité à nos engagements. Le troisième pilier, c'est l'évaluation et la transparence, avec notamment la création, et c'est inédit, qui est prévu et qu'on va pousser aussi, d'une commission indépendante d'évaluation qui justement visera à dire c'est bien de mettre des moyens supplémentaires, mais c'est mieux de regarder de manière indépendante les résultats, l'impact, les effets. Est-ce que les financements qui devaient aller pour la réduction de la mortalité infantile au Tchad ont eu leurs effets? Est-ce que le financement pour lutter contre l'érosion côtière au Sénégal a eu ses effets? Et sinon, comment on peut améliorer, comment on peut mieux travailler avec le gouvernement pour faire en sorte que ça a un impact? Et puis, le cinquième pilier, qui est pour moi primordial pour avoir une politique de long terme, c'est l'appropriation par nos concitoyens de cette politique-là. C'est de faire en sorte que les jeunes, les gens qui sont dans les territoires un peu plus ruraux, les gens qui habitent dans les quartiers peut-être prioritaires, eh bien, cette politique ne soit pas simplement une politique technocratique qui soit faite à Bercy, au Quai d'Orsay et dans les écoles qui s'occupent des questions internationales. Il faut vraiment faire en sorte qu'on parle de la solidarité internationale, on parle du partenariat avec l'Afrique, avec les pays émergents, partout en France et sur le territoire. Et il faut donc profiter de ce moment aussi, de ce grand débat, de cette année qui est un moment de démocratie délibérative, pour aller à la rencontre de tous ces gens sur nos territoires. Et en tant que rapporteur, et on l'a déjà fait avec un certain nombre de collègues,
je ferai vraiment en sorte que les auditions soient aussi déconcentrées sur nos territoires, dans les écoles, dans les lycées, pour vraiment aller expliquer qu'est-ce que l'on fait et pourquoi c'est important dans le monde dans lequel on vit, un monde commun. On a besoin de l'adhésion de tout le monde et on a besoin d'en discuter. Et donc, pour terminer très rapidement et laisser la parole à mes collègues, 2019 c'est vraiment une année cruciale et il faut que ce texte de loi soit présenté au Conseil des ministres et puis présenté à la commission compétente en 2019. Pourquoi ? Puisqu'il y a déjà les élections européennes qui vont arriver très rapidement. Et deux des enjeux centraux des élections européennes, ce sera la question de la transition écologique et énergétique, la question de la lutte contre les changements climatiques, et on ne peut pas le faire tout seul, simplement de notre côté. Il faut, on revenait d'Inde avec un certain nombre de collègues, on ne peut pas concevoir de manière, on va dire, ambitieuse et réaliste la lutte contre les changements climatiques si on n'a pas une politique de partenariat avec des pays comme l'Inde, le Brésil, si on ne s'attaque pas à la question des réfugiés climatiques et donc de l'érosion côtière. Et puis il y a la question des mobilités, des migrations. Si on veut faire en sorte de répondre à ce défi du XXIe siècle des migrations, avec des gens qui meurent dans la Méditerranée, il faut avoir une politique de coopération, de partenariat avec notamment les pays d'Afrique subsaharienne. C'est bien évidemment le deuxième rendez-vous, c'est le G7 à Biarritz en août de cette année, qui aura comme pour thème principal la lutte contre les inégalités et une des concrétisations, de la réalisation concrète de l'ambition du président de la République au G7 sera bien évidemment l'argent, les financements et la manière de faire qu'on aura à travers cette loi d'orientation et de programmation. Et puis, là c'est mon collègue qui pourra peut-être en parler aussi, c'est à la fin de l'année la reconstitution du Fonds mondial, la lutte contre le VIH, la tuberculose et le palu qui aura lieu à Lyon. Et donc là aussi, c'est le moment 2019 de la France pour montrer qu'elle veut éradiquer ces trois maladies et donc avoir l'ambition financière à la hauteur des enjeux. Donc voilà très rapidement ce que je voulais vous dire que dans le monde dans lequel on vit, et face aux inquiétudes qui sont exprimées par nos concitoyens, que ce soit gilets jaunes ou pas gilets jaunes d'ailleurs, on ne peut pas effacer les frontières de la réalité. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas dissocier les questions nationales des questions internationales. On ne peut pas avoir une politique de lutte contre les défis liés au changement climatique, aux migrations, au commerce, à la sécurité, si on n'a pas un investissement, un partenariat à la hauteur des enjeux. Et dans ce contexte-là, la voix de la France, la voix de l'Europe, l'Europe c'est quand même 50% de l'aide publique au développement mondial, la voix de la France et la voix de l'Europe sont importantes et nous avons pour ça besoin d'un texte de loi qui soit ambitieux et audacieux, et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Encore une fois, merci de votre présence, et je laisse maintenant la place à Hubert Julien Laferrière, qui est responsable de texte pour notre groupe de Sexeville, et ensuite les collègues pourront dire quelques mots sur la thématique qu'ils ont décidé de porter depuis des mois et des mois sur ce sujet-là, pour vraiment faire en sorte qu'on ait un texte de loi qui soit à la hauteur des enjeux et qui réponde aussi à la promesse du président de la République. Merci.